manifestation pour l'Urage Bretagne. Je suis content de pouvoir participer à cette journée de rencontres et de croisements. C'est vraiment important, c'est des moments, des occasions où on croise nos retours d'expérience et on est en capacité en fait d'imaginer, de se projeter pour développer des stratégies de politique de l'habitat au sens large du terme, ce qui est important. Et en tout cas pour moi c'est un vrai plaisir de pouvoir contribuer et à sortir un peu la tête du guidon et vous faire une restitution un peu du travail qui a été fait entre 2018 et 2019 sur le terrain de Nouvelle-Aquitaine. Je vous présente avant tout l'équipe pluridisciplinaire qui a contribué à cette recherche. Donc on était vraiment d'horizons très différents. Donc ça a été construit avec Solia Nouvelle-Aquitaine, l'entité régionale, donc avec Terangui en Rio, plutôt côté politique. Jacques Bois, qui est designer, qui lui a vraiment, avec moi, regardé comment, à l'issue de la recherche, on pouvait réfléchir à quelques préconisations sur la question de l'habitat en mobilité. Johan Lopez, qui est sociologue, qui travaille maintenant à la mairie de Bordeaux, et avec qui j'ai fait l'ensemble des entretiens des personnes rencontrées, du panel des 30 entretiens, et Pascal Dreyer, qui est le coordinateur de la recherche au sein de l'entité Leroy Merlin Sources. Donc cette recherche entre 2018 et 2019 sur le terrain de Nouvelle-Aquitaine. Et donc moi, Geoffrey Barraud, du coup, architecte de formation et ingénieur génie civil, je travaille à Toulouse, où je me suis vraiment spécialisé sur la notion d'habiter de manière temporaire, sur la question au départ d'hébergement d'urgence, mais qui au fur et à mesure de mes différents projets s'est élargi de manière beaucoup plus large, que ce soit les gens du voyage qui se sédentarisent aux personnes beaucoup plus classiques, on peut dire, sur la question de construire un chez-soi et d'être ancré dans la réalité, de faire avec les gens. Donc ça va partir sur la notion notamment d'autoconstruction, la question du coût et comment les gens s'approprient leur habitat pour se sentir chez eux confortablement. Donc rapidement, le groupe Leroy Merlin a créé une entité de recherche, Leroy Merlin Sources, qui finance en fait ces recherches, qui réunit, comme je le disais, des équipes très larges, assez pluridisciplinaires. Et ils ont une 60aine de recherches en cours, réalisées et qui sont notamment accessibles sur leur site internet. Tous les documents sont libres et accessibles, donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est un peu une mine d'or. J'ai même moi été au départ très surpris de voir toute la qualité des recherches, donc j'ose en parler, et tout est accessible sur leur site gratuitement. Et pour eux, c'est un moyen en fait d'aider et d'accompagner des chercheurs à aller en profondeur sur certains sujets, tout en alimentant forcément leur groupe et leur entité. Donc en termes d'introduction, je tenais à vous montrer deux petits visuels de photos aériennes pour montrer la diversité et les contrastes des territoires et des parcours vécus dans la mobilité. Donc ici, c'est la métropole de Bordeaux, j'allais dire Montpellier, mais pas loin. Donc accessible en train en à peine 2 heures de la capitale. Donc comme vous le connaissez, le phénomène de métropolisation avec toute la concentration de beaucoup de compétences, des compétences des gens, qui crée une tension avec des territoires beaucoup plus ruraux, qui ont beaucoup de qualités, mais où des secteurs bourgs qui sont en perdition, où des besoins en termes de logement sont criants aussi. On n'est pas sur les mêmes problématiques, mais certaines se croisent et viennent en résonance. Et notamment la question de la métropolisation et du fait que le foncier est de plus en plus dur à financer, de plus en plus rare, alors que des territoires comme ça, ruraux, ont beaucoup d'opportunités. Donc tout ça pour dire que les entretiens et le panel des enquêteurs qu'on a vus sont très divers et pluriels, et c'est pour rappeler en fait l'importance aujourd'hui aussi de réfléchir à développer une pluralité de solutions, parce que tout le monde est différent et le besoin entre l'urbain et le rural sont très très différents et viennent être complémentaires. Donc comme vous le savez déjà, la mobilité c'est quelque chose qui est géographique, d'un point A à un point B. Les transports se sont développés, on va beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, hormis entre Toulouse et Quimper. C'est vrai que c'est un bon trajet, mais hormis ça, normalement les mobilités, que ce soit professionnelles ou en termes de formation,
se développe et s'accroisse. La société, le modèle de développement dans lequel on est, véhicule une image assez positive, valorisante dans le cadre de mobilité professionnelle pour des opportunités dans des secteurs dynamiques, sans refléter, alors qu'on l'a beaucoup vu dans les entretiens, le côté aussi d'abandon, de créer de la distance avec sa famille, avec son cercle proche, c'est sortir de sa zone de confort. Et c'est quelque chose qui est beaucoup moins vu, mais qui est pourtant assez lisible, une précarité, qu'elle soit économique ou sociale, de devoir jongler avec un loyer souvent pour un appartement ou une maison et devoir en mobilité trouver d'autres solutions qui coûtent aussi de l'argent. Et pour certains, une première expérience de mobilité, et en fait ça demande une certaine apprentissage pour pouvoir avoir cette facilité-là. Et du coup, c'est vrai que le contraste est assez important à voir que ça demande un peu de temps d'appropriation. Et en parallèle, des besoins d'habitat qui sont de plus en plus variés, on va dire. La cellule familiale, comme vous le savez, elle s'est fragmentée. Les familles monoparentales, les foyers qui sont peut-être des fois plus petits, avec des besoins des logements grands et des besoins de logements plus petits. Donc déjà, de base, sans parler de la mobilité, de fait, on a un problème de logement en France. Et on vient rajouter cette question d'habitants temporaires qui s'immiscent au milieu de tout ça. Donc ça montre une complexité et un besoin de voir de manière assez large pour créer cette variété de solutions d'habitat. Et donc, comme je le disais, cette mobilité, elle est souvent un choix, mais on va le voir, elle est souvent un choix un peu comme un déterminisme social qui voudrait qu'on soit en mobilité, et derrière, elle est quand même en partie subie pour une partie des personnes rencontrées. Donc de manière initiale, notre questionnement, c'était de se dire, mais en fait, quel est le rapport entre la personne avec son logement permanent? Des fois, ils n'en ont pas. Il y a un logement initial à partir de laquelle la personne part en mobilité. Et donc à gauche et à droite, avec des questions de temporalité qui sont très variées. Des fois, des personnes vont partir quelques semaines, quelques mois, voire une année, et faire des allers-retours avec ce logement permanent initial. Donc ça nous a amené plein de questions assez plurielles, de savoir quel était ce rapport au temps, quel était le rapport avec ce logement permanent et ce logement temporaire, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire en termes de capacité pour la personne à s'approprier ce nouveau habitat. Et de manière synthétique, on l'a formulé sur comment construire ce sentiment de chez soi quand on est en mobilité et qu'on est toujours en mouvement. Donc nos hypothèses pour ce travail de recherche est partie de trois éléments clés, de savoir qu'il faut que cet habitat temporaire, qu'on aura appelé à la fin logement intermittent, doit répondre à des besoins précis et immédiats, de savoir de répondre à des besoins sociaux, d'être en lien avec des gens, d'être en lien aussi avec sa famille à distance, mais aussi de pouvoir répondre à plusieurs besoins, d'être dans une durée, une temporalité qui passe un certain seuil. On va le voir, en dessous de 1 mois, les dynamiques dans les logements temporaires sont au strict minimum, mais c'est intéressant, on s'est rendu compte qu'il y a une certaine durée, un seuil à partir de 1 mois où les jeunes s'approprient et sont dans une dynamique beaucoup plus intense pour se créer au fur et à mesure un chez-soi. Et enfin, c'est la qualité d'accueil, notamment à l'intérieur, mais notamment dans l'environnement, dans la proximité des équipements, avoir un extérieur, un petit espace et pouvoir se sociabiliser. Donc ça, c'était les 3 prérequis qu'on s'est dit comme hypothèse pour vérifier dans la recherche, est-ce que ces 3 éléments sont nécessaires pour, en partie ou totalité, se créer ce sentiment de chez soi dans le logement temporaire. Donc en termes de méthode, c'est une recherche du coup qualitative, on n'est pas du tout sur du quantitatif, et on a voulu creuser les entretiens longs, donc c'était dans le territoire Nouvelle-Aquitaine comme je l'ai dit, et le choix des personnes rencontrées, c'était sur une durée de mobilité de 0 à 1 an, ça a été notre maximum de durée, et les personnes rencontrées, donc c'était assez varié, des étudiants, apprentis, saisonniers et des travailleurs en mobilité. Et au travers de ces entretiens, on a poussé un peu plus loin sur des immersions qui étaient sur des demi-journées où je suis allé avec le designer chez eux, dans l'habitat temporaire,
où on a enregistré, fait des photos, et ça nous a permis de confronter, de révéler les non-dits. La première couche d'entretien social, c'est pas du tout la même que quand on voit des petites choses, des petits arrangements que les personnes font, qu'elles n'ont même pas conscientisé, et que nous, on arrive à révéler d'être présents avec eux dans leur habitat. Donc c'est des choses qui sont, il y a 5 carnets qui sont accessibles sur Internet. Je vous en fais défiler un pour vous montrer le protocole qu'on s'était fixé, et là la restitution. Donc ici c'est un exemple Louis, je l'évoquerai plusieurs fois dans la suite de la recherche, qui est à Bordeaux, qui est en apprentissage, qui a galéré comme possible pour trouver un appartement à Bordeaux, qui à la dernière minute a finalement réussi à accéder à un logement classique, mais avec des grosses difficultés économiques. Et lui, son arrangement, et en tout cas sa débrouillardise, ça a été de mettre son appartement à Airbnb 6 jours sur 7. Et donc du coup, ça lui a apporté énormément en termes d'argent pour compenser le fait qu'il ait aucune aide sur son habitat, et notamment de se mettre en lien avec des gens. Donc on le verra après, c'était assez intéressant comme retour. Et donc voilà, le protocole, ça a été à chaque fois de faire une restitution sur la question de la mobilité, le rapport géographique et à la temporalité, et puis une restitution, donc une analyse du plan courant de la personne où elle vit. Donc à chaque fois, vous pourrez zoomer, il y a un détail des éléments, des objets en bleu qui sont les éléments qui ont été mis à disposition par le propriétaire, le gestionnaire ou autre, qui étaient déjà là quand la personne est arrivée sur le site, et en rouge, toutes les choses rapportées. Donc on fait des zooms petit à petit dans le rapport sur voir à l'intérieur finalement quels sont les objets qui ont révélé du sens ou qui ont apporté une singularité ou une signification dans les occupations. Donc je les défile parce que c'est quelque chose que j'adore faire et qu'on a difficilement possibilité de le faire dans nos projets, en tout cas en architecture, donc c'est pour ça que je vous le défile. Donc les deux grandes parties de la recherche, notamment autour de la mobilité, elles nous rappellent que c'est une mobilité qui est choisie par la personne, et comme on l'a dit, qui est souvent aussi une donnée d'entrée, c'est choisi, raisonné, réfléchi, mais c'est souvent aussi contraint. C'est pour notamment trouver des nouvelles opportunités, aller de l'avant, valoriser une carrière professionnelle. Mais ça implique que cette acceptation de la mobilité, tant qu'elle n'est pas profondément, intérieurement acceptée, la mobilité est vraiment contrainte et subie. Et en parallèle, on a eu les profils des personnes qui sont là pour leurs études. Donc c'était les choix, des fois par défaut, d'université, de zone. Donc forcément, c'était un moteur de se dire j'y vais pour mes études, pour tout un projet de carrière, mais souvent c'est des bébés qui sortent, c'est leur première sortie. Donc c'était génial de voir l'apprentissage en fait des nouvelles responsabilités. Et donc on va le voir, on a développé des profils types de typologie de personnes mobiles et de parcours. Mais là c'est vraiment concomitant et une dualité entre ces nouvelles expériences, c'est se créer et se construire soi-même, et en même temps la découverte de toutes les galères de la vie d'adulte. Donc comme je le disais, ces panels d'entretien, ça nous a permis de définir 3 profils types qu'on a structurés pour catégoriser un petit peu les particularités et transcrire le rapport que les gens ont à leur mobilité, au temps et leur dynamique dans le logement. Donc le premier, c'est le novice, donc ça se rapproche notamment des jeunes qui démarrent dans la vie pour les études ou pour leur première expérience professionnelle. C'est vraiment la découverte de l'autonomie, c'est un apprentissage, les nouvelles responsabilités, apprendre à faire par soi-même. Et il y a vraiment une notion de découverte de soi. En fait, dans les entretiens, on se rendait compte que pour eux, choisir un logement, c'est encore plus difficile parce qu'ils ne se connaissent pas non plus forcément réellement. Ils sont là à découvrir petit à petit par eux-mêmes qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment ou qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Donc ça a été assez intéressant pour voir la question du choix, on va le voir, c'est surtout une question de coût et de proximité. Tout le reste viendra beaucoup plus tard. Un peu plus loin, on a celui qu'on a appelé le bricoleur, c'est pas sa première expérience de mobilité, mais par contre, il fait face à un quotidien qui est assez difficile, qui doit faire vraiment par lui-même. Il bricole souvent. On a eu des exemples de personnes qui venaient pour un premier emploi et qui avaient la famille d'un côté
et qui devait démarrer très vite. Donc du coup, ça a démarré par dormir en voiture, le temps de trouver un logement. Donc c'est pas la première expérience, c'est souvent des personnes qui ont voilà, une mobilité et qui savent faire par semaine, mais qui ont cette débrouillardise, mais qui montrent une certaine fragilité dans le vécu, que ce soit économique, psychique ou social. Et enfin, on a eu des profils, des initiés. C'est les experts, ils savent par eux-mêmes très bien choisir leur logement temporaire, même qui des fois ont certains choix leur rapportent de l'argent, donc on a été même surpris, qui anticipent énormément toutes les difficultés au quotidien dans le parcours. Il y a une vraie stabilité, ils savent se sociabiliser pendant la mobilité, et donc ça montre en fait la gradation des variétés de profils qu'on a pu avoir. Et dans ce classement-là, je vous remontre un petit peu les tranches d'âge dans lesquelles on a retrouvé les novices, donc surtout entre des 18-30 ans dans les novices. Les bricoleurs, c'était plutôt les personnes qu'on a eues les plus précaires, qui étaient déjà dans le milieu actif, mais qui avaient cette précarité à pas pouvoir faire tout comme ils aimeraient le faire, notamment par cette précarité économique. Et enfin, les initiés, ce qui nous a surpris, c'est qu'on les avait un peu sur un panachage dans toutes les tranches d'âge, notamment par le parcours résidentiel, par cette capacité. Les jeunes, c'était un appui économique assez fort qui leur permettait d'avoir un peu le luxe d'avoir un choix et un panel assez important, et du coup de facilement aller dans la connaissance de soi et de choisir des logements qui, sur leur durée d'occupation, leur permettaient de sentir vraiment chez eux. Et voilà, un panachage qui est dans les tranches d'âge jusqu'aux 60 ans qu'on a pu rencontrer, donc ce qui était vraiment assez intéressant. Donc comme je le disais, la mobilité, c'est savoir gérer un quotidien qui est parfois instable. Donc là, je reviens sur l'exemple de Louis, qui est à Bordeaux, du coup, qui, par chance, à la dernière minute, avant de démarrer en entreprise, récupère un appartement, mais qui lui coûte beaucoup trop cher dans ses capacités, et qui par défaut du coup décide il trouvait pas de colocation, en fait, c'était ça. Toutes ses colocations l'ont planté à la dernière minute, donc il prend par défaut un petit peu cet appartement qui sait qu'il n'aura pas capacité à financer. Mais du coup, il décide de se mettre en Airbnb. Et au final, quand on lui demande de nous décrire son quotidien, c'est quasiment 6 jours sur 7. Donc ça veut dire qu'il a que le dimanche pour être vraiment tranquille chez lui. Il s'enferme dans sa chambre pour laisser la place aux invités qu'il a ou à ses hôtes dans le salon. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a plein de stratégies d'évitement. Déjà, pour répondre aux besoins urgents économiques, de trouver comment rapidement financer, vu qu'il n'était pas dans les temps pour les dossiers de demande de financement et compagnie. Et au contraire, il trouve un certain avantage parce qu'il voulait être en colocation pour être dans un partage et pas être tout seul. Au final, il a une nouvelle personne toutes les semaines, donc avec les bonnes et les mauvaises surprises. Donc ça, c'était un des exemples dans les immersions qu'on a vu qui était assez étonnant. Donc c'est gérer un quotidien stable, mais donc du coup, comme je disais, c'est vraiment l'apprentissage de l'autonomie, notamment dans les profils, les novices. C'est donc apprendre à gérer toutes ces galères et notamment apprendre de l'autre. Donc c'est apprendre de soi, mais on l'a vu dans les entretiens, c'est comment être en lien avec les autres il y a une question d'entraide, souvent dans les foyers des jeunes travailleurs ou autres qu'on pourra voir, et l'apprentissage de manière collective. Et donc dans tous ces entretiens qu'on a pu faire, la notion de comment garder le lien avec le logement permanent est assez fort. Beaucoup, on l'a vu, on va le voir plus en détail par la suite, mais il y a ce rapport du temps et du fait que le temps est discontinu. En fait, c'est assez rare de se dire je pars pendant 1 an sans jamais revenir. Ils reviennent tous, quasiment tous, dans le logement permanent. Donc il y a se garder en lien avec la capacité financière et la possibilité de revenir au foyer ou aux conjoints ou conjointes, etc., voir les amis. Et l'importance à court terme, dans l'immédiat, quand ils sont en mobilité, l'importance maintenant de la connexion Internet, des applications pour pouvoir s'appeler et se voir. Donc ça, c'est un des enjeux essentiels, comme on l'a vu. Et donc sur ces entretiens, quand on demandait aux personnes dans leur mobilité de se définir, quels mots ils mettraient eux-mêmes dans cette mobilité, comment ils se désignent, on a eu ces 3 termes. Être SDF, sans domicile fixe, donc c'est les personnes qui ont, quand moi je l'analyse dans la dynamique d'entrée dans le logement, c'est eux qui ont
un processus dynamique qui est à l'état de zéro. En fait, ils sont là juste de passage, ils s'approprient rien, mais du coup, ça note aussi leur précarité dans les plusieurs sens du terme. Certains se disaient, ben, on est de passage. Il y a zéro trace en fait dans leur passage, et pareil, la dynamique d'appropriation, c'est ils savent qu'ils sont là pour un temps, donc ils vont pas dépenser de l'énergie à approfondir leur connaissance de ce logement-là et de leur territoire. Et enfin, à l'inverse, on a eu des personnes qui nous vraiment ont formulé, ils habitent cette mobilité, ils ont cette facilité-là, cette capacité d'adaptation, cette flexibilité à répondre vraiment à leurs besoins, et pas que les besoins primaires d'avoir un abri, mais vraiment d'aller plus loin sur l'intimité, sur la sociabilité, et se mettre en lien dans leur territoire et avec les gens. Et c'est là où, dans ces profils-là d'habitants intermittents, intermittence du fait qu'ils fassent que bouger, on a identifié cette notion forte dans l'habitat, dans le chez-soi, qui connote l'ancrage identitaire, le fait que mon habitat, c'est presque moi, et inversement. Je l'ai transformé, mais il m'a transformé en échange. L'habitat intermittent, on s'est rendu compte que c'était des jalons, comme des petits îlots, où les gens en fait, transitaient et se construisaient en fait, par cette itinérance. Et c'était assez fort sur certaines rencontres. Du coup, c'est là où on s'est évoqué dans ce chez-soi intermittent, mais une question d'ancrage intermittent qu'on va le voir qui est assez fort et identitaire pour certaines personnes. Donc voilà pour l'aspect mobilité, et pour rentrer un peu plus en détail sur la partie, le volet logement intermittent, en deuxième partie, on a identifié, on a voulu creuser les critères, comment les personnes choisissent leur logement. Quels étaient les premiers éléments? Donc, comme vous le doutez, le premier critère, c'était la notion du coût, le prix, la difficulté rencontrée, hormis le fait qu'il y ait très peu de solutions, c'était de trouver le plus économique, parce que forcément, dans beaucoup de cas, c'était j'ai un logement en parallèle, un foyer ou autre, un crédit pour les rares personnes, mais un loyer pour un logement à proximité de l'école, et pour quand je suis en entreprise, comment je fais pour payer le loyer de l'autre habitat. Donc le premier élément, c'était forcément le prix, mais ça a été confirmé dans les entretiens. Le deuxième critère, c'est la proximité avec l'école ou l'entreprise ou d'autres espaces. Donc le choix de la localisation, forcément, et la possibilité d'avoir des mobilités douces, entre guillemets, au quotidien. C'était vraiment important pour les gens d'être à proximité du travail ou du train, et de pouvoir faire les déplacements à pied. Et en fait, c'est là où on s'est rendu compte, cette capacité que les gens ont à essayer d'optimiser au mieux leur temps et la fatigue, notamment dans les déplacements. Le troisième volet, c'est vraiment les équipements. C'est ce qu'on voit beaucoup dans les personnes qui sont vraiment initiées dans la mobilité. C'est le choix de trouver une cuisine qui a pour certains des équipements spécifiques pour pouvoir cuisiner, parce que se retrouver chez soi, c'est en fait de pouvoir cuisiner même en mobilité, d'avoir une connexion Internet pratique et stable pour pouvoir travailler à distance. Donc tout l'intérieur du logement, forcément, c'est un des critères, Internet et les équipements, et notamment la cuisine. Certains, ça a été le fer à repasser, parce que c'était important pour aller en entreprise de pouvoir repasser sa chemise. Donc voilà, il y a ces questions de détails à l'intérieur du logement qui ressortaient. Et en dernière couche, on avait l'importance de l'extérieur. Donc je pense que ça, c'est une recherche qu'on a fait avant le Covid. Ça devrait ressortir, à mon avis, après. Cette importance d'avoir un petit extérieur, un petit coin pour prendre l'air dans la mobilité, c'est quelque chose qui, malgré tout, ressortait dans les critères de choix. Donc dans tous ces entretiens qui étaient semi-directifs, la grille d'analyse qu'on s'est donnée avec Johan, le sociologue, c'est les 4 A de Élodie Jouvet et Pascal Pichon, qui l'ont développé en 2015, sur comment analyser le chez-soi par ces 4 grands mots: l'aménagement, l'appropriation, l'attachement et l'ancrage. Donc ça a été notre grille analyse pour retrouver et tirer les petits fils de chacun de ces éléments que je vais défiler avec vous. Le premier, l'aménagement, c'est vraiment, comme le dit Monique Eleb, l'activité créatrice de la première entrée dans le logement.
comment la personne s'installe, quelles sont les premières actions pour, en fait, ça traduit énormément de choses. On l'a vu il y a une certaine durée de seuil, en dessous de 1 mois, la personne ne va pas dépenser de l'énergie dans l'aménagement. Elle va juste, donc on a eu des exemples, c'était juste de se dire, je laisse ma valise ouverte pour la semaine, je vois mes habits, et de voir mes habits, je sais que c'est à moi que je suis chez moi, sans forcément dire chez moi. Mais pour d'autres, ça va être de dire, je reste plus ou moins longtemps, en fonction de son expérience et de son envie. Les personnes vont ranger la valise, et souvent, c'est des équipements qui sont ouverts. On a les cintres, on voit les habits. Et en fait, ça a été intéressant de se rendre compte que les personnes disaient, je vois mes traces, en fait, c'est à moi. Donc, juste ça, de fait de rentrer, de partir d'une page vierge et d'installer mes habits, j'emménage, je suis chez moi, j'ai pas de meubles. Souvent, c'était y voyager très léger. Pour les personnes qui restent un peu plus longtemps, de plus d'1 mois jusqu'à l'année, on a beaucoup plus de détails et qui viennent au fur et à mesure. Ça va être une petite lampe dans le bureau. Certaines personnes vont installer une petite bibliothèque, et le fait de voir ses livres, ses magazines, on sait qu'on est chez soi. Et d'autres, ça va être beaucoup plus dans le détail, c'est d'installer des images de voyage qui évoquent des repères temporels qui sont stabilisants et qui permettent d'avoir cet ancrage intermittent que j'évoquais tout à l'heure, des souvenirs. Donc ça, c'est le premier acte fondateur de l'entrée sur le logement qui a une importance symbolique et qui s'oppose à la clôture et au déménagement. Et sur la durée de l'occupation, on a analysé tout ce qui est l'appropriation, comment la trace de l'empreinte, en fait, comment la personne à l'intérieur de son habitat, même s'il est temporaire, elle y laisse une trace, ou à l'inverse, elle se le construit, donc elle se le forme, elle se le rend propre à soi, à son image. Et le cas le plus extrême, on va le voir après, c'est l'ancrage et comment cette appropriation transforme la personne elle-même. Donc ici, l'appropriation est des fois très légère. On a eu des personnes qui nous disaient, en fait, moi j'ai juste mon téléphone, mon ordinateur portable et une enceinte portative en plus de mes habits. Et je vais mettre la playlist de la musique que j'ai en famille. Et en fait, d'être avec la musique que j'ai de la famille, ça m'évoque, ça me stabilise, ça me rassure et je sais que je suis chez moi. D'autres personnes, comme j'ai dit, c'est tout ce qui va être l'embellissement, des fois des coups de peinture ou l'installation d'objets. Ce qui amène à l'attachement propre de ce lieu, et c'est souvent la construction en fait d'une quotidienneté dans cet espace. Des fois c'est la sociabilité, c'est souvent les rencontres qui sont assez fortes, notamment des jeunes et des étudiants, ils se sociabilisent, il y a du voisinage, et en fait c'est la récurrence de certains moments qui font qu'ils s'attachent au lieu et notamment aux personnes. Et enfin, donc cet ancrage, donc ça demande un temps assez poussé dans les mobilités, mais on arrive à trouver des personnes qui se sentent attachées à cette quotidienneté qu'ils ont construite dans l'habitat temporaire, comme le parle Elsa Ramos, qui est un ancrage territorial, matériel et qui est identitaire. Donc pour aller plus loin dans les immersions, comme vous le verrez, ici c'est un exemple de Éléonore à Bordeaux, qui est en sous-location, en colocation, et en fait, donc elle partait d'une chambre vide, et on s'est rendu compte que par des toutes petites choses, elle a rempli ses étagères de souvenirs, d'objets très pratiques, de lampes, etc., mais qui avaient toute une signification de souvenirs. Elle sortait de 1 an et demi de voyage, et en fait, c'était que d'éléments symboliques, mais qui pour elle étaient essentiels de voir dans son espace. Et dans cette analyse des 4A, on a été obligé d'en rajouter un 5e qui est l'adaptation. Comment les personnes, dans leur mobilité, sont obligées de s'adapter. Donc ici, c'est un exemple dans une résidence hôtelière à vocation sociale à Bordeaux, où il y a une cuisine collective. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a une stratégie souvent d'évitement de ces jeunes à vouloir choisir ou pas de cuisiner tout seul chez soi, ou au contraire de sociabiliser. Et notamment, on l'a vu dans les personnes, quand elles se font héberger en chambre chez l'habitant, souvent de se décaler, de faire le repas juste après la personne pour laisser l'intimité à l'autre. Donc en fait, on a eu cette notion d'adaptation qui permet de comprendre comment l'individu il se fait une place dans ce lieu temporaire, comment il s'accommode de la situation, ou à l'inverse, il s'adapte, mais il fait avec la contrainte, ou à l'inverse, il fait un pas de côté pour trouver des stratégies et vraiment avoir une place au mieux dans ce logement.
Donc quand on leur a demandé de se définir dans ce chez-soi, pour les quelques personnes qui ont formulé la notion de chez-soi dans cette mobilité, ça renvoyait forcément à un cadre qui était familial, une certaine stabilité, de voir tous les équipements personnels, donc il y avait cette notion forte, et également d'une certaine sécurité. Donc ça, c'était quelque chose qui était évident, mais en fait, on se rendait compte que ça répondait vraiment à l'acte premier de trouver un abri, répondre aux besoins immédiats. Mais dans cette sécurité-là, il y avait la notion de pouvoir réguler les filtres, de pouvoir accueillir si besoin, de pouvoir conserver une certaine intimité, et à l'inverse aussi de pouvoir s'ouvrir aux gens pour la notion de sociabilité. Donc le confort était essentiel, l'acoustique, le confort thermique forcément, pour être bien chez eux avec certains éléments, avec l'éclairage naturel et l'extérieur, comme je le disais. Mais cette notion, les deux premières de liberté et d'hospitalité sont essentielles à la construction du chez-soi, et malheureusement, c'est ce qu'on a des fois le plus de mal à garder dans l'habitat temporaire qu'on peut voir, notamment quand je lis les règlements intérieurs qui sont rédigés, où à la fin, la personne elle a juste le droit de rien faire, plus le droit de fumer, plus le droit de boire, etc. Donc il y a plein de raisons sanitaires ou des fois moralisatrices, hein, mais d'être maître chez soi, c'est essentiel. Et dans ce cadre-là, souvent, c'est la première chose qu'on enlève. Et enfin, la notion du rapport au territoire, de vivre en lien, d'être proche des équipements, d'avoir une facilité à pouvoir faire ses courses, à faire son marché, etc. C'était un des aspects qui était essentiel. Donc ça a abouti à construire un peu ce concept de logement intermittent qui est entre deux, entre le logement permanent, souvent qu'on retrouve, et dans cette mobilité-là. Donc c'est, comme je le disais, cette tension qu'il y a entre le permanent et le temporaire, et comment on construit partiellement ou de manière permanente ce sentiment de chez soi. Et donc ça renvoie donc à ces 5 A évoqués tout à l'heure, avec l'ajout de l'adaptation. Et donc pour aller vite, je vous présente rapidement dans les profils rencontrés, dans les personnes interviewées. Je les ai classés en 2 catégories. La partie hébergement, donc dans la notion assez stricte du terme, où l'hébergement c'est un abri, mais il n'y a pas d'obligation, mais du coup qui est moins protecteur. Et à l'opposé, toutes les personnes qui étaient dans un logement à proprement parler, où elles avaient un bail et le droit de pouvoir rester. Et quand je les ai classés, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un volet de personnes qui étaient dans le volet hébergement, au sens strict du terme, d'autres qui étaient dans le groupe logement. Et au final, au milieu, c'est là qu'on retrouvait des personnes qui pouvaient être dans quelque chose qu'on aurait classé comme hébergement et d'autres dans le logement, mais qui, dans les entretiens, ont formulé qu'elles se sentaient chez elles dans ce logement intermittent. Et c'est là où on s'est dit qu'il fallait créer quelque chose au milieu sur le logement intermittent. Et donc pour aller sur la relation au temps, ce qu'on s'est amusé aussi à regarder, c'est donc le volet, les groupes à gauche dans le volet hébergement et en orange le logement. La notion est questionner ce rapport au temps. Donc il y a en haut sur le disque partie haute, c'est le temps d'occupation qui est continu. Donc ça veut dire que d'un temps A à un temps B, la personne elle reste de manière continue dans le logement. Et on a tout le volet des personnes qui étaient là par intermittence, en fait, qui étaient une semaine en cours, 2 semaines en entreprise, inversement, et en fait qui faisaient que bouger. Et donc du coup, ça nous a classé donc, sur le disque la moitié inférieure, les personnes qui étaient en temps discontinu. Donc c'est sur une occupation de 0 à 1 an, entre le volet hébergement à gauche et logement à droite, et au milieu, et à la toute fin, on a entouré les personnes qui ont évoqué la notion de chez soi dans tout ce panel des entretiens, et on se rend compte qu'au final, il y en a de tous les côtés, dans tous les quarts de disque. Et donc ça révèle en fait aussi cette notion qui est propre à chaque individu, à son parcours résidentiel, à son expérience vécue de la mobilité, qui transcrit pas forcément la partie formelle, la forme de l'habitat. C'est pas forcément qu'on est en tiny house ou dans un camping ou dans un hôtel qu'on ne peut pas sentir chez soi. C'est une notion beaucoup plus sociale en fait, et du coup qui demande des fois un accompagnement pour monter en compétence et avoir une meilleure capacité à s'approprier son habitat. Donc pour aller très vite dans le rapport, sur la dernière partie, Solia a présenté quelques dispositifs qui existaient en Nouvelle-Aquitaine, que ce soit
la maison des saisonnalités pour la partie en Haut-Béarn sur la montagne, Vivalti pour voir en montagne comment croiser l'offre et la demande entre les personnes. Solia fait des occupations temporaires de bâtiments. Mutualité sociale et agricole, c'était réfléchir les campings, ils offraient pas en fait ils s'ouvraient pas pour les saisonniers, et du coup là il y a eu un accompagnement plutôt côté au départ des campings à améliorer les équipements pour faire des vrais équipements communs où les saisonniers avaient des besoins spécifiques, accompagner sur le volet du coût du camping, garantir aussi le paiement pour le camping, et tout un volet financé par l'État d'accompagnement sur le volet professionnel. Sur les publics plus jeunes, c'était vraiment la notion d'accompagner d'un point de vue argent sur le coût du déménagement, la question de la caution et de la garantie et de l'information, comme il s'était dit en introduction. Donc ça, c'est vrai que dans beaucoup d'entretiens, je ne l'ai pas évoqué là, mais il y a eu j'ai dû mentir sur la question du caution, j'ai dû mentir sur le fait que j'étais en couple parce que je savais que le propriétaire n'allait pas accepter un couple. Donc il y a eu vraiment cette réalité-là, en fait, que les gens nous disaient j'ai dû mentir, mais sinon j'avais pas d'autres moyens. Donc il y a vraiment ce volet d'apporter des garanties du côté public pour aider ces jeunes. Et donc pour conclure et aller dans 2 exemples que moi j'ai pu mener il y a déjà quelques années sur Toulouse, c'est la notion du fait voilà, c'est quelques mots de conclusion sur le fait qu'on est dans un environnement où on vit plusieurs crises, que ça soit économique, environnementale, la question de faire avec le déjà là, déjà de se dire, mais en fait, de révéler l'existant et de se dire, mais en fait, on a plein de bâtiments qui sont vides. Donc là, c'est un exemple d'une résidence étudiante qui appartenait à l'armée, qui était vide depuis 2015, sur un projet d'une zone d'aménagement concerté à Toulouse, où c'était le campus pour l'armée sur l'aviation, avait cette magnifique résidence de 150 chambres et qui était vide. Et ça a été un hiver 2018 où on a un peu provoqué à l'époque la sous-préfète en disant mais en fait faites quelque chose, il y a plein de gens à la rue, donc là c'était volet vraiment hébergement, mais comment on pourrait ouvrir cette résidence? Et ils nous ont pris au mot, ils m'ont donné 1 mois pour ouvrir la résidence, au départ que pour 4 mois, finalement ça a duré jusqu'à septembre 2022. Mais ce bâtiment qui était voué à la démolition, finalement, il est racheté par un bailleur parce qu'on a montré, on a révélé le fait que c'est un grand collectif, donc ça fait peur, notamment aux associations. Mais en fait, le fait que le logement ait coûté très peu cher, les travaux, il n'y a eu que 100 000 € pour réouvrir le bâtiment, l'État était en capacité de payer tout l'accompagnement. Et du coup, les ménages, donc c'était que des familles, ils avaient en moyenne une durée de 4 mois. Et tous les entretiens que j'ai fait avec, ils disaient... nous, pour une solution à court terme, parce que là, c'était juste de répondre à l'urgence de les familles, elles sont dans la rue, ils nous ont tous dit c'est l'idéal. Et on retrouve un collectif, un lien social qu'on ne trouvait pas souvent dans la solution hôtel. Donc voilà, c'est critique sur certains aspects, mais en tout cas, c'est trouver des solutions assez rapides, peu onéreuses sur certaines temporalités. Et là, c'est un travail qui est plus en diffus, qui est fait avec une association à Toulouse, et le PFL accompagné avec la mairie, donc l'établissement public du foncier local, qui préempte et achète énormément de logements et des fois les laisse vides. Alors que celui-là, là, par exemple, c'était une maison qui était vide avec piscine, un grand jardin et en fait des qualités d'accueil qui étaient idéales pour des profils de personnes qui sont avec des animaux et qu'on a une difficulté monstrueuse à accueillir. Donc là, c'est un autre exemple de montrer qu'en fait, en mettant juste un peu les mains dans le cambouis et en levant certaines craintes et difficultés, on arrive à faire avec le déjà là et l'existant. Et comme je le disais en introduction, l'important c'est de trouver un panel assez large de solutions parce que les profils de mobilité et l'expérience est très diverse et qu'il nous faut voilà, un moyen de répondre un peu à tout le monde de manière qualitative. Merci beaucoup. C'est peut-être un peu anecdotique, mais oui. Moi j'ai noté la question de la cuisine, parce oui. que c'est une préoccupation quand des jeunes arrivent dans un logement. Voilà, il y a la cuisine, mais on se dit, en fait, est-ce qu'on a besoin de faire quelque chose de bien, parce qu'ils savent, beaucoup ne savent pas trop cuisiner.
Et finalement, peut-être que si on fait une cuisine avec autre chose que des plaques électriques, enfin aussi, ou des plaques électriques, mais avoir peut-être un espace pour cuisiner. Parce qu'il y a souvent la plaque électrique, l'évier à côté, un petit évier, et puis il n'y a pas la place pour cuisiner finalement. Donc moi je note ça, que c'est peut-être anecdotique, mais je pense que c'est important parce que vous l'avez cité comme élément pour pouvoir s'installer sur le logement. Et à ce moment-là, dans la recherche, on a évoqué la question de... C'était côté Leroy Merlin Source. Il parlait des petits livrets aussi de savoir cuisiner, des fois avec une bouilloire, de faire des petites choses. Et c'est ce qu'on voyait dans les foyers jeunes travailleurs, les moments de temps de cuisine collective aussi pour apprendre à cuisiner, qui sont des solutions assez simples, mais... Il y a un exemple qui m'a interpellé, c'est l'exemple du jeune qui fait du Airbnb dans son logement. Ouais. Il dit qu'en termes de conditions de vie, ça doit être bien compliqué. Et je me demande même si c'est complètement légal de faire de la sous-location. Je ne suis pas certain que ça soit légal. Il faut l'autorisation théoriquement du propriétaire, donc on n'est pas rentré dans ce détail-là. Nous, c'était pas l'objet. Et c'était aussi de révéler une certaine réalité, en fait, une difficulté. C'est un jeune qui s'est retrouvé en septembre. Il n'était pas sûr d'être pris dans sa formation. L'entreprise qui dit à la dernière minute c'est OK, il se retrouve à Bordeaux après la vague de tout le monde. Donc toutes les solutions traditionnelles prises. Donc du coup il a eu la chance d'avoir, j'imagine, le bail accepté par le propriétaire. Mais du coup rapidement il s'est rendu compte que voilà, 700 ou 800 euros par mois, il ne pouvait pas se le permettre. Donc du coup voilà, par défaut il est parti sur cette solution-là. Mais je pense que le volet légal, c'est un peu en dehors des clous, quoi. C'est pas profiter du système, parce que là c'est de la débrouillardise, il fait ça pour survivre, mais c'est vrai que c'est assez surprenant, oui. Quand vous parliez de la contradiction entre certains règlements intérieurs, justement le logement collectif et le besoin de liberté, est-ce que vous avez, vous, des discussions avec ces organismes? Est-ce que vous avez des retours? Vous êtes entendu quand vous montrez un peu cette problématique-là, ou la discussion est assez fermée? Alors c'est assez varié en fonction des acteurs, mais là je me souviens que c'était à la suite en fait de la visite du foyer jeunes travailleurs, où ils nous décrivaient le projet de rénovation qu'ils avaient sur un autre foyer. Ils nous expliquaient tout content que par simplicité ils avaient décidé de fixer au sol le mobilier, la table, le banc, la chaise. Du coup là, on a vraiment forcé en disant non, mais en fait, les gars, c'est super, mais c'est une simplicité pour vous. Mais les gens, ils n'ont pas envie de se dire mince, la chaise, elle est trop loin, à 10 cm près, je ne peux pas me rapprocher de la table. Donc, des fois, c'était sur cet ordre-là de discussion. Mais c'est vrai que c'est bon. Selon les gestionnaires, les acteurs, c'est beaucoup plus fluide. Mais bon, voilà, c'est une réalité. Donc, du coup. Moi, côté archi, c'est vraiment le genre de choses que je défends et qu'on essaye de bouger, quoi. Mais le plus dur, je pense, c'est la question du règlement intérieur. De ne pas faire des précédents, de ne pas vouloir partir sur des situations qu'ils n'arrivent pas à maîtriser pour la suite. Donc je pense que c'est plutôt la notion d'accompagner, de rassurer les gestionnaires sur la capacité de certaines personnes à être autonomes et à les accompagner dans l'autonomie du logement. Donc bon, il y a encore pas mal de chemin à faire, il ne faut pas se le cacher. Bonjour, Oui. Merci pour votre présentation. Donc Jean Verger, conseil de développement du Pays de Lorient. J'avais une question sur la notion de choisi et de subi. Aujourd'hui, avec tous les problèmes sociaux qu'on peut avoir, les gens ils veulent aller trouver un boulot, et donc c'est plutôt subi, même si on choisit d'aller à tel endroit. Tout à fait. Donc voilà, il y a cette notion-là, je trouvais peut-être intéressant de développer. Oui, alors dans la majorité des personnes rencontrées, c'était un choix. Ils décidaient par eux-mêmes de partir, que ce soit pour opportunités professionnelles, comme on le disait. Je me souviens d'une personne qui c'était pour... il travaillait dans les travaux publics en montagne, et du coup, en fait, la phase vraiment en termes de température et les conditions climatiques dans la zone où il était faisait qu'il ne travaillait pas suffisamment et qu'il avait des difficultés économiques. Du coup, il a décidé d'aller à Bordeaux pour des meilleures conditions climatiques. Et donc, il nous disait, je viens il y a une notion de progrès, d'aller vers des nouvelles opportunités, avoir un meilleur avenir.
Mais c'est la personne notamment qui a démarré et en creusant l'entretien, on s'est rendu compte qu'il a passé 1 mois en voiture à dormir sur le parking du chantier avant de trouver une solution. Mais au départ de l'entretien, il nous disait que c'était un choix pour un meilleur avenir. Et sur beaucoup, c'est vrai, on a eu cette notion de fait, c'est un choix, ça a été réfléchi, mais c'est une contradiction dans le sens où forcément, c'est sortir de sa zone de confort. Il y a beaucoup de contraintes, qu'elles soient économiques, partir. Donc il y a une notion d'abandon, de créer de la distance avec son foyer, avec sa famille, ses amis. Donc c'est une prérogative un peu, c'est véhiculé, comme je disais, positivement, cette capacité, cette adaptation, ce progrès social de la mobilité. Mais malgré tout, sur une bonne partie des entretiens, on voyait le contre-coup, quoi. Le stress, la fatigue de la mobilité. Et du coup, c'est sur des degrés d'intensité qui sont très divers en fonction des profils, comme on le disait. La personne qui est initiée et qui sait très bien choisir son logement, qui anticipe au mieux tous les imprévus dans la mobilité, eux, c'était pas du tout subi. Enfin, on l'avait beaucoup moins de manière présente. Mais pour les novices et surtout les bricoleurs, il y avait cette question de subir ce quotidien-là qui n'est pas forcément facile tous les jours. Donc ouais, c'est une vraie question. Et c'était toujours dur pour nous, dans les entretiens, de savoir, mais à se dire, est-ce que c'est un choix positif ou un choix qui, malgré tout, a plein de côtés difficiles dans l'expérience de la personne. Voilà. Il y a une dernière réaction, question, oui. Deux. La foule s'éveille. Je voulais revenir sur l'expérience de Toulouse dont vous parliez, des 150 logements. Oui. Il y avait une possibilité de préciser un petit peu. Vous parliez de famille. Comment ça a pu être financé? Par qui ça a été géré? Vous parliez de présence sur 4 mois. Je suis très surpris du délai qui a été laissé aux personnes. Alors, c'était... Juste tenir le SDLR, je demande Donc c'était dans le cadre grand froid à l'époque. Donc c'est l'État qui a débloqué les financements. C'était une question de répondre à l'urgence, parce qu'il disait mais non, il n'y a pas grand monde à la rue. Bon, au final ça représentait là 220 places, même si au départ il me forçait à mettre 300 personnes. On s'est dit en fait c'est 150 chambres étudiantes, donc du coup il y a eu cette négociation là de limiter la jauge. Parce que c'est vrai que si je regardais la réglementation incendie, on pouvait monter à 300 personnes, mais en termes de qualité d'accueil, c'était compliqué. Et là, la chance qu'on a eue, c'est que... Bon, j'ai pas le droit de le faire, si je peux le dire. C'est que les acteurs qui ont fait l'accompagnement social, l'État voulait les mettre en concurrence. Ils ont eu une seule réponse parce qu'on a réuni les 3 acteurs principaux pour qu'ils fassent une seule réponse. Donc du coup, l'État, c'est dans l'urgence. Du coup, ils ont payé un peu le prix cher pour payer l'accompagnement social, mais c'était le seul moyen, nous, qu'on avait de se dire, c'est la première expérience d'envergure qu'on fait sur Toulouse, il faut que ça se passe bien. Donc en fait, il faut qu'il y ait le minimum de travaux et que les États mettent l'argent à la poche pour que l'accompagnement social se fasse le mieux possible. Donc c'était 4 mois initialement, parce que le préfet avait peur que ça se passe mal. Il y avait une question de voisinage, même si on avait anticipé le fait que potentiellement dans le voisinage ça se passe mal. On a fait une chose assez simple, c'est de distribuer des tracts avec un numéro de téléphone à tous les voisins. Et en fait, personne... Il n'y a pas eu de levée de bouclier parce que les gens étaient rassurés, ils avaient un numéro de téléphone. Donc il y a eu sur les premiers mois un coup de fil sur une poubelle qui était au mauvais endroit. Et donc du coup, forcément, une fois que c'était une réussite sur les 4 premiers mois, l'État a prolongé. Mais malheureusement, de 6 mois en 6 mois. Et c'est là où moi je trouve que c'est compliqué, la politique qu'on a actuellement, de ne pas donner de visibilité. Parce que les travaux que j'ai fait pour 4 mois fermes au départ, parce qu'on avait une autorisation d'occupation de l'armée qui était très contraignante, je n'avais pas le droit de décloisonner. Donc juste créer une porte, ils étaient là, non, ça va dévaloriser la valeur du bien, les domaines sont passés, on n'a pas envie de s'embêter avec ça. Donc c'est ces difficultés-là au quotidien, de devoir négocier sur des petites choses simples. Et finalement, c'était voué à être démoli. Finalement, la métropole s'est dit c'est super, ça marche bien, donc on va faire quelque chose d'hybride.
entre du logement social, du logement étudiant et une partie d'hébergement, et ça va être rénové. Donc derrière, il y a eu 2 associations, trois, une qui portait la gestion du CRM, et 2 associations, Espoir et France Horizon, qui faisaient le volet accompagnement. Mais le tour de passe-passe qu'on a trouvé, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est les acteurs associatifs du secteur, ça a été de faire un groupement et une réponse unique. Ce qui a plutôt bien marché. Voilà. Bonjour. Moi, j'avais une question. Vous avez également donné un exemple sur la maison préemptée. Oui. Comment est-ce que vous avez pensé à cette solution et comment vous l'avez mis en place? Quels inconvénients, problématiques vous avez rencontrés? Donc du coup, ça vient ensuite en fait de cette question de la résidence qui était assez grande, ce qui a permis d'aboutir de l'ouverture des financements en fait des 220 places. L'État à l'issue a dit ils ont pérennisé ce financement-là. Et il y a eu la question de qu'est-ce qu'on fait du parcours résidentiel et des familles. Et il y a eu cette question de proposer des logements en diffus. Et donc on a travaillé avec le PFL, l'établissement public foncier local, avec tous les communes quand elles achètent et qu'elles préemptent les logements. Donc le PFL, il a le rôle de gestionnaire. Donc souvent, mais en fait c'est là où on s'est rendu compte que la notion de temporalité sur des acteurs comme ça n'était pas du tout la même, parce qu'en fait c'est souvent des acteurs qui sont sur un temps très très long d'aménagement, des projets d'aménagement, sur des perspectives 10, 15, 25 ans des fois. Et donc quand on leur disait, mais en fait dans votre patrimoine, qu'est-ce que vous avez qui est opérationnel de suite, ils nous sortaient la liste des petits trucs, des fois bien pourris, hangars, des trucs, des garages, pas du tout exploitables. Et quand on leur expliquait que nous, l'important c'était d'aller vite, donc d'avoir quelque chose qui était opérationnel, et même que si c'était démoli dans 1 an, la notion de pouvoir héberger quelqu'un dans 1 an, mais dans une maison qu'on a juste à ouvrir la clé, refaire les contrôles un peu classiques du chauffage, etc., ça nous intéressait. C'est là où il y a eu un grand travail de pédagogie, de leur faire comprendre qu'une maison qu'ils ont vide pour 1 an, une asso, ça peut l'intéresser et que ça peut permettre de trouver des solutions. Voilà, il faut s'adapter. Malheureusement, c'est une situation un peu par défaut, mais ça permet de trouver des solutions mieux que du gymnase, quoi. Donc c'est vrai que ce travail, il est fin. Donc moi, c'était la mairie au départ qui me demandait de faire une petite visite pour vérifier l'état des bâtiments avec le gestionnaire, le PFL. Et derrière, c'est une asso qui souvent porte les travaux, donc du coup il y a les questions de comment on les finance ou autre, et qui fait l'accompagnement des personnes dans ces logements-là. Mais on travaille avec le PFL, il y a Voies Navigables de France, qui a beaucoup, donc il y a la gestion, l'entretien du canal du Midi, qui a énormément de maisons éclusières, et des logements aussi des ouvriers sur le long du canal. Les hôpitaux, l'hôpital de Toulouse, qui est l'hôpital le plus squatté de France, qui avait beaucoup de bâtiments vides. Finalement, on va faire une petite occupation des 3 logements de fonction, parce que il y a eu des chocs de culture, mais voilà, il y a plein. En fait, nous, on est parti du postulat qu'en priorité, il fallait que ce soit du public qui montre l'exemple, parce que moi, dans le cadre de mes études, j'ai travaillé sur le parc des bureaux vides, les objets de spéculation du tertiaire, et de voir comment on peut adapter ces bâtiments-là pour faire de l'habitat temporaire. Et c'est ça qui m'a mis en fait le pied à l'étrier et commencé à travailler avec l'État. Sauf qu'en fait, un propriétaire qui a un fonds de pension en Allemagne, quand je lui explique on voudrait faire de l'hébergement d'urgence dans votre bâtiment, il nous dit bien regardez la région, l'État, machin, ils ont tel bâtiment vide. Si le public ne montre pas l'exemple, comment on peut mobiliser du parc privé? Donc en fait, on a galéré pendant 2 ans à vouloir faire avec du privé pour juste à la fin se concentrer déjà sur optimiser ce qui est vide côté public. Chaque chose en son temps, même s'il y a du potentiel un peu partout. Je crois qu'on va arrêter là. On pourra en parler après. Et Geoffrey reste avec nous toute la journée. Voilà, je suis là. N'hésitez pas Merci. à aller à sa rencontre pour nous présenter ses projets. Merci beaucoup Geoffrey. Merci.